Bonjour à tous. Bonjour Charlotte, bonjour à tous. Alors, je vous propose d'attendre quelques minutes pour laisser un petit peu de temps aux participants d'arriver. Peut-être une minute. Bienvenue tout le monde. Ravi de modérer ce webinaire aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va vous parler, on s'adresse spécifiquement aux entreprises qui cherchent à se développer à l'international. Notre intention, c'est de vous partager des bonnes pratiques de gestion de trésorerie dans ce cadre-là. Donc je suis accompagnée de François et Valentin, que je laisserai se présenter dans un instant. Avant toute chose, j'aimerais vous partager un peu le contexte dans lequel on a décidé d'organiser ce webinaire. Alors pourquoi ce sujet spécifique? Malgré le climat actuel, on reste dans un contexte de commerce international en croissance. Donc on est dans un monde qui se redessine, avec une économie qui se digitalise, avec la croissance des marchés émergents, avec l'arrivée de nouvelles technologies qui parfois viennent adresser des problématiques qui n'étaient pas adressées jusqu'à présent. Donc voilà, on est dans un monde qui se complexifie, mais qui ouvre aussi de nouvelles opportunités de croissance aux entreprises. Et on sait que le choix de se développer à l'international est souvent motivé par une stratégie, par des raisons commerciales, mais il ne faut pas oublier l'impact structurant qu'il peut avoir sur la trésorerie d'une entreprise. Et c'est un peu notre intention aujourd'hui, c'est de traiter ce sujet et de le traiter de manière relativement exhaustive. Et c'est pour ça qu'on a autour de la table un pure player de la trésorerie, Figure, et un pure player du paiement, Fipto. Donc on va vous partager tous les challenges auxquels vous vous exposez lors d'un développement à l'international. On va essayer de vous partager quelques bonnes pratiques tangibles de gestion de trésorerie et plus spécifiquement de gestion de vos paiements. Et puis on va vous partager aussi, on va vous présenter une solution qui peut faire sens sur certaines géographies, sur certains cas spécifiques. Donc voilà, que vous en soyez à votre premier développement international ou à une énième pénétration de marché, on va essayer d'apporter un petit peu de tangible à la discussion. Donc si on rentre un petit peu dans le détail du programme d'aujourd'hui, dans un premier temps, on va commencer par vous partager quelques exemples, quelques cas spécifiques au développement international. Ensuite, on aura un prisme trésorerie. Donc, François vous partagera quelques bonnes pratiques généralistes à adopter ou non, enfin, dans le cadre d'un développement international ou non, dans une bonne gestion de trésorerie. On vous partagera les challenges de trésorerie auxquels vous allez vous exposer au cours d'un développement à l'international. Et puis ensuite, on ciblera sur voilà, des bonnes pratiques qui s'appliquent vraiment dans le cas d'un développement à l'international avec un distinguo multifilial et multidevises. Et puis, on précisera sur le paiement. Donc, on vous présentera le rail alternatif qui est la blockchain en miroir des réseaux de paiement traditionnels, donc du correspondant banking. Et puis, toujours dans cette vocation, cette intention de partager un petit peu d'apporter un petit peu de concret et de tangible, on vous partagera quelques cas d'usage, quelques cas spécifiques sur lesquels la blockchain peut faire sens. On va évidemment conserver un temps à la fin de la session pour prendre vos questions. N'hésitez pas à nous les partager dans le chat. Je crois qu'il y a un onglet questions-réponses sur Livestorm. C'est pas mal d'utiliser cette fonctionnalité parce que ça permet aux autres participants de réagir. Donc, partagez-les nous tout au long du webinaire. On réagira dessus en fin de session. Alors, sans plus attendre, on va demander au speaker de se présenter. François, est-ce que tu peux me parler un petit peu de toi, de ton expérience et puis de Figure?
Ouais, avec plaisir. Merci beaucoup, Charlotte, pour l'intro. Donc je me présente rapidement, François. Je suis, l'un des 2 fondateurs et CEO de Figure, qui est une solution SaaS de suivi, gestion et prévision de trésorerie qu'on a lancée, en 2020, au moment des premiers confinements. L'ambition qu'on a avec Figure, c'est de mettre à disposition de tous les dirigeants de TPE et de PME et éventuellement à leurs directeurs financiers, qu'ils soient internes ou externes, ou à leurs experts comptables, une solution simple qui leur permet de mettre en place une méthodologie de pilotage financier. C'est-à-dire, on va leur permettre de comprendre où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui et comment est-ce qu'ils en sont arrivés là en termes de position de trésorerie. Et surtout, comment est-ce qu'ils vont pouvoir se projeter de manière à anticiper. On va beaucoup parler d'exposition, de risque aujourd'hui. Mmh. Nous, notre ambition avec Figure, c'est de permettre d'une manière générale, de permettre aux dirigeants d'anticiper, de prévoir au maximum les risques pour pouvoir avancer sereinement dans le développement de son entreprise et prendre les meilleures décisions par rapport à son activité. Aujourd'hui, on a plus de 1000 clients, toutes des entreprises type TPE, PME, hein, qui font de quelques centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires jusqu'à quelques millions, voire quelques dizaines de millions d'euros Mmh. pour les plus grosses. Et on travaille également avec 150 cabinets d'expertise comptable qui utilisent Figure pour conseiller au mieux leurs clients sur toutes ces problématiques. Super, merci beaucoup François. Est-ce que Valentin, tu peux me parler un petit peu de ton expérience et puis de Fipto? Bonjour à tous, merci Charlotte pour l'introduction. De mon côté, je m'appelle Valentin, donc je travaille chez Fipto, où je dirige la partie sales. Donc Fipto, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une solution de paiement cross-border qui permet à des entreprises de payer sur des corridors exotiques, là où les paiements sont mal desservis, on va dire, par les réseaux bancaires traditionnels. Mmh. Nous allons pouvoir donc leur proposer une solution permettant de traiter des flux en quasi instantané sur des wallets et sur des comptes IBAN euros. Super, très clair. Merci Valentin, merci François. Génial de pouvoir, avoir un expert trésor, un expert, paiement autour de la table. On va pouvoir avoir un contenu hyper complémentaire. Alors, je vais vous demander, un peu en introduction, de me donner des cas spécifiques, pour permettre aussi aux participants de se projeter, dans l'intervention. Est-ce que François, tu peux me donner un exemple, un peu spécifique d'une entreprise qui chercherait à se lancer dans l'importation ou l'exportation de biens ou de services sur un nouveau marché? N'hésite pas à me parler un peu de l'industrie, des devises et puis des Ouais. problématiques rencontrées. Ouais, avec plaisir. Je vais vous parler, prendre l'exemple, mais qui est assez représentatif de pas mal de problématiques qui peuvent arriver assez rapidement dans le développement d'une TPE ou d'une PME. On va prendre l'exemple d'une société française, dirigeant français, fondée en France, immatriculée en France, mais qui déciderait assez rapidement, après sa création, de vendre ses prestations. Mettons par exemple que ce soit une société de prestation de conseil en informatique qu'elle délivre en France et qu'elle commence à décider, suite à des sollicitations asiatiques, de vendre sur des géographies en Asie du Sud-Est. Donc à la fois, elle va vendre en Asie et puis elle va aussi, pour faciliter le déploiement de ses services sur ces nouvelles géographies, sous-traiter une partie de ses prestations et donc entre guillemets «importer» des services depuis des marchés étrangers. C'est-à-dire qu'elle va pas faire tout le travail sur ses équipes françaises. Elle va également faire travailler des prestataires à l'étranger. À partir de là, donc la société, encore une fois, est en France, hein. On n'a pas en tout cas pas encore à ce moment-là, de filiale à l'étranger. La société est dès lors exposée à un certain nombre de problématiques. La première problématique que la société va avoir, c'est la problématique du paiement. Donc, je ne vais pas trop rentrer dans le détail parce que c'est plutôt Valentin qui va pouvoir nous délivrer son expertise là-dessus, mais simplement dire que
à partir du moment où je vais traiter avec des pays étrangers, en particulier des pays qui sont hors zone euro et CEPA, eh bien, je vais avoir un certain nombre de points d'attention à vérifier. Soit parce que, comme je l'ai écrit sur la page, je vais devoir payer ou me faire payer en euros, mais sur ou à partir de comptes étrangers. Et ça, certaines banques, notamment néobanques, ne le permettent pas. Mmh. Vous verrez hein, sur les néobanques, je crois, je regardais hier sur un exemple de néobanque, elle limite le traitement à une cinquantaine ou une soixantaine de pays. Donc ça couvre pas l'ensemble de la planète, loin de là. Et idem du coup pour les devises. Sur les banques, en général, les banques traditionnelles vont quand même le permettre, donc techniquement, c'est faisable, mais il faut bien avoir en tête, le process qui peut être beaucoup plus long. On a des process de validation, qui peuvent être un peu lourds à porter et donc induire des délais de paiement, plus longs et aussi, des frais, qui sont pas toujours, hyper transparents. Donc il y a une possibilité, hein, au moment où vous émettez, le virement, si c'est vous qui faites le paiement, de choisir en général l'option si vous voulez, prendre à votre charge tous les frais ou, les faire payer, en partie ou entièrement par, votre partenaire. Mais, voilà, il faut avoir en tête que même sur un paiement en euros, si, vous avez, un paiement qui se fait sur un compte étranger, il y a des frais qui vont être à prévoir. Évidemment, la problématique, elle va être la même, elle va être même encore un peu plus poussée si vous devez payer en devise, c'est-à-dire dans une monnaie qui n'est pas l'euro, sur un compte, étranger, puisque en plus, des frais, habituels que vous allez devoir porter, pour le paiement sur un compte étranger, vous allez en plus avoir des frais de conversion qui vont s'appliquer et honnêtement, le détail de ces frais est, très souvent assez difficile à obtenir et donc c'est assez difficile pour vous, d'avoir de la transparence et de pouvoir prévoir les choses sereinement par rapport à tout ça. La deuxième problématique, à laquelle vous allez rapidement être exposé dans cette situation, c'est que à partir du moment où vous traitez avec différentes devises, et bien, vous êtes exposé, d'un point de vue financier, d'un point de vue taux de change, à ces différentes devises. C'est-à-dire que si, le taux de change entre, l'euro dans notre exemple et la devise, asiatique, se modifie, fortement, bah, évidemment ça peut influer, les termes, des contrats que vous avez avec vos clients et vos prestataires. Un instrument, de protection qui est, hyper, classique dans ces situations-là, c'est, ce qu'on appelle les contrats à terme. C'est en général la technique qui est la plus répandue, pour se couvrir contre les variations de taux de change. Tout simplement, en fait, c'est un contrat, en parallèle du contrat commercial qu'on met en place entre l'acheteur et le vendeur qui, vont se mettre d'accord sur un taux de change prédéterminé entre, leurs 2 devises. Donc c'est hyper protecteur, pour l'un et pour l'autre parce que ni l'un ni l'autre, pendant la durée de ce contrat, ne peuvent se faire surprendre par, la variation du taux de change. Donc évidemment, si ça varie défavorablement pour vous, vous êtes protégé. Par contre, évidemment, si ça varie favorablement, bah, vous n'allez pas, en bénéficier. On ne peut pas avoir, le beurre, et l'argent du beurre. Cet instrument, de contrat à terme, il est en général particulièrement adapté, soit si vous avez une part, plutôt importante de votre chiffre d'affaires à l'international, ça c'est assez logique. Également si, le niveau de vos marges commerciales, sur cette part du chiffre d'affaires qui est fait à l'international est faible, parce que si vous avez un taux de marge qui est faible et qui en plus est exposé à une variation potentiellement défavorable de votre taux de change, eh bien, vos marges peuvent rapidement devenir, nulles ou négatives, ce qui évidemment, est dommage. Heu c'est également, un instrument qui est adapté si, le délai de paiement qui est pratiqué, sur la géographie sur laquelle vous êtes est élevé. Parce que plus le délai de paiement est long, plus vous êtes, exposé, à une, variation du taux de change pendant un temps qui est, important. Attention, sur ces contrats à terme, à pas vous faire surprendre, parce que quand le contrat à terme, arrive à expiration, le taux que vous aviez fixé, dans le contrat qui vient d'expirer peut avoir fortement changé. On a déjà des clients qui se sont fait surprendre, et qui du coup se sont retrouvés dans des situations contractuelles où ils étaient engagés sur des contrats, cadres commerciaux, mais n'étaient plus du tout protégés par leur contrat à terme, ce qui évidemment les a mis dans des situations, un petit peu délicates.
Deuxième instrument sur lequel je ne vais pas trop rentrer en détail puisqu'il est beaucoup plus complexe, c'est les DCD, DCOD, donc c'est des Dual Currency Deposits. C'est ce qui vous permet de placer, quand vous êtes exposé à plusieurs devises, de placer votre trésorerie excédentaire sur des comptes avec des devises différentes et donc de vous protéger d'une certaine manière sur les variations de taux de change entre l'une et l'autre des devises sur lesquelles vous faites votre dépôt. Enfin, le dernier point d'attention, qui est notre dada entre guillemets chez Figure, c'est le reporting. À partir du moment où vous vous lancez dans un développement de nouveaux produits ou de services, hyper important de mettre en place un reporting qui est adapté pour vous permettre de visualiser vos flux sur chacun de vos segments d'activité, chacune de vos géographies. Merci François, hyper clair, déjà très exhaustif. On va reprendre un peu tous ces points par la suite. Donc on comprend bien l'importance de la transparence, de prendre en compte la géographie, les aspects partenariat bancaire avec la gestion des délais de paiement et les coûts, l'importance de se couvrir sur la couverture le risque de change, puis la question du reporting. Valentin, est-ce que je peux te demander de faire le même exercice et de me donner un exemple d'une entreprise qui cherche à ouvrir une filiale à l'étranger? Évidemment. Évidemment, tout à fait, Charlotte. Alors moi de mon côté, j'ai pris l'exemple plutôt d'une entreprise française, donc qui aimerait ouvrir une filiale à l'étranger. Une filiale à l'étranger et pas n'importe où, dans une région assez atypique d'un point de vue flux financier. Donc l'Argentine. L'Argentine avec une devise exotique non convertible avec le dollar, donc avec ses spécificités de traitement qui vont avec. Donc plusieurs points d'attention évidemment sont, sont, sont importants de noter avant d'agir. Ça va être vraiment primordial pour ce genre de corridor. D'un point de vue financier. Donc la première étape, on va dire, pour se projeter sur cette ouverture de filiale, ça va être justement le financement de cette filiale et donc des flux qui vont aller potentiellement du coup de l'euro vers la devise locale, le peso argentin, l'ARS, et potentiellement toutes les conditions qui en découlent, et à savoir le partenaire bancaire local, etc., etc. Et dessus, je fais tout de suite la transition, donc avec la capacité ou non, en termes d'urgence, d'ouvrir l'établissement et surtout bancariser l'établissement localement pour pouvoir encaisser de l'ARS localement, ce qui est possible, mais ce qui peut prendre beaucoup de temps, surtout dans le cas d'hypercroissance, on le verra plus tard, d'une entreprise. Donc ça, c'est un point non négligeable à prendre en compte, parce que les délais d'ouverture de compte bancaire ne sont pas forcément les mêmes partout, et c'est le cas de l'Argentine où ça peut être assez long en termes de KYC. Donc également l'optimisation de ma trésorerie d'entreprise. Évidemment, le risque ne va pas être le même puisque ça va être une devise beaucoup moins stable, voire très volatile, puisqu'on est sur des dévaluations de l'ordre de 12% par mois. Donc c'est quelque chose qui doit être pris en compte, évidemment, pour gérer mon risque global de mon entreprise, puisque je peux avoir des pertes sur le change considérables, qui sont pas négligeables pour mon activité. Donc ça doit être pris en compte évidemment au moment de ma prise de décision quand je vais ouvrir cette filiale localement. Et puis potentiellement des coûts qui arriveront un petit peu peut-être plus tard, dès qu'on aura fait un petit peu de résultats localement, un petit peu de chiffre d'affaires, où on va commencer à accumuler un certain nombre de cash localement. Donc l'ARS est une devise qui est difficilement couverte par les produits financiers que notamment François a cité juste avant. Et donc le sujet de changer le plus rapidement possible dans ma devise comptable de ma maison mère est important. Et donc ce côté-là va être primordial, puisque il va falloir que je change rapidement mes devises, mon ARS vers de l'euro, pour encaisser de l'euro en France. Et donc c'est
ces délais peuvent être relativement importants sur ce genre de géographie et assez coûteux. Donc ça doit être évidemment pris en compte avant de s'engager dans ce genre d'action. Merci Valentin. Tout aussi exhaustif, on comprend bien du coup qu'il y a dans l'ouverture d'une filiale, il y a bien les 2 directions, de flux qui sont impliquées, le financement et le rapatriement de cash. Tout Il y à a fait. aussi différents scénarios, se bancariser sur place ou non et puis la question de la devise avec laquelle on va traiter, évidemment bien avoir en tête, le risque auquel on s'expose. Je crois François, avant de rentrer dans le cadre spécifique du développement à l'international, tu voulais partager quelques bonnes pratiques généralistes de bonne gestion de trésorerie. Ouais, qui selon nous, hein, chez Figure, doivent être mises en œuvre le plus vite possible dans votre développement, qu'on parle d'international ou de développement domestique uniquement, hein. Ça, c'est valable vraiment dans tous les cas. Donc, si je descends rapidement les 9 conseils qui viennent synthétiser, selon nous, la bonne attitude à avoir en matière de gestion de trésorerie, c'est premièrement, se faire payer, ça veut dire que facturer c'est bien, mais encaisser ses factures c'est évidemment encore mieux. Et ça c'est négligé par un certain nombre d'entreprises qui ont très souvent beaucoup d'argent dehors, comme on dit, et qui se retrouvent de ce fait parfois en tension de trésorerie, ce qui est un peu bête quand la prestation est effectuée ou vendue et que la facture a été envoyée, qu'elle n'a plus qu'à être payée. Donc là-dessus, on ne le dira jamais assez, mais relancez, mettez en place des process de relance de façon un peu systématique. En général, c'est simplement de la négligence de la part de vos clients. Donc, si vous le faites de la bonne manière, vous serez payé et vous gagnerez vraiment, vraiment, vraiment du confort au niveau de votre trésorerie. En contrepartie, évidemment, il faut être fair avec ses fournisseurs et donc les payer à temps, c'est la base pour maintenir des bonnes relations commerciales. Alors quand je dis à temps, c'est pas forcément en avance, hein, mais c'est en général la bonne pratique, les payer à la date d'échéance qu'ils vous mettent dans leur facture, tout simplement. Et tout ça, ce qu'on va vous conseiller de faire, c'est évidemment, c'est notre métier chez Figure, de le synthétiser dans ce qu'on va appeler un suivi de votre trésorerie, c'est-à-dire un tableau où à tout moment, vous avez la vision de où est-ce que vous en êtes en termes de trésorerie aujourd'hui et comment est-ce que vous pouvez vous projeter à partir de la projection du paiement de ces créances clients et de ces dettes fournisseurs, donc les 2 points précédents. En plus de ça, la mise en place d'un suivi de trésorerie va vous permettre d'avoir une vue hyper claire sur l'ensemble de votre modèle économique et sur votre structure de coûts fixe et variable. Et la maîtrise de cette structure de coûts va vous permettre d'arriver au conseil numéro 5 qui est de pouvoir s'adapter rapidement. Je prends l'exemple le plus atypique hein, qu'on a en tête, le Covid. Qu'est-ce qui se passe quand mon activité est ralentie faiblement ou fortement à cause du Covid? Comment je peux adapter mes différentes lignes de coûts étant donné que mes encaissements vont très fortement baisser? Combien de temps est-ce que je peux tenir, etc. La clé, c'est l'anticipation, mais pour ça, il faut avoir d'abord une bonne vision et compréhension de son business d'un point de vue flux financier. Il y a des situations et c'est pas du tout, faut pas du tout le voir comme une situation d'urgence, mais il y a un certain nombre de situations où il faut savoir aller chercher les bons financements et à chaque situation correspond son financement. Je rentre pas dans le détail ici parce que ce serait l'objet d'un webinaire à part entière. Mais en tout cas, il faut avoir ce réflexe-là. Et pour ça, l'une des bonnes méthodes, qui n'est pas exclusive, mais c'est d'entretenir des super relations avec ses banquiers. C'est-à-dire de ne pas leur parler uniquement quand vous avez besoin de financement, mais de les tenir au courant régulièrement des actualités du business, de vos ambitions de développement, parce que c'est des projets qui se travaillent avec eux sur parfois le long terme et au moment où vous aurez besoin d'eux, vous savez qu'ils seront là. Enfin, le dernier conseil, c'est tout simplement de se faire conseiller. C'est-à-dire de se faire aider. La gestion financière, c'est un métier, c'est pas forcément le métier de base du dirigeant d'entreprise, donc faut pas hésiter. Il y a un certain nombre de professionnels qui sont là pour vous aider. Ça peut être votre expert comptable s'il a mis en place une expertise sur ce sujet-là. Ça peut être un directeur financier externalisé ou même que vous pouvez internaliser si vous avez atteint un certain niveau de développement ou tout simplement faire appel à des experts ponctuellement. Il y en a un certain nombre
comme sur tous les sujets. Donc, il faut savoir aller chercher les bons experts pour gérer les bonnes problématiques. Merci François. Je pense en effet que tous ces bons conseils s'appliquent localement, internationalement. Alors si on focus un petit peu le sujet sur le développement à l'international, si je suis un trésorier d'entreprise et que mon entreprise s'apprête à pénétrer un nouveau marché, quels sont les challenges de trésorerie auxquels je fais face? Ouais, alors, en fait, quand on va se développer à l'international, forcément, ça va susciter un certain nombre d'engagements au départ. Et qui dit engagement dit coût et ou investissement. Donc, c'est le premier bloc qu'on a mis, hein. C'est si vous voulez vous développer, vous allez devoir investir et mettre en place donc soit des investissements, ce qu'on va appeler des CAPEX en finance d'entreprise, soit des coûts opérationnels, des nouvelles lignes de coûts fixes ou de coûts variables, donc plutôt des OPEX. Dans tous les cas, ça, c'est des choses que vous devez avoir en tête et anticiper. Pour l'anticiper, encore faut-il déjà avoir la vision sur comment est-ce qu'on travaille sur son marché domestique. Sinon, on va avoir aucune capacité à le prévoir dans le cadre d'un développement international. Une fois que vous avez prévu ces coûts, ce qu'on appelait l'ensemble des coûts opérationnels initiaux qui englobent les investissements, à partir du moment où vous mettez le doigt dans cet engrenage, vous allez être exposé à un certain nombre des problématiques qu'on a évoquées au début de ce webinaire avec Valentin. La première d'entre elles, c'est évidemment l'exposition à différents taux de change et toutes les problématiques que ça porte, notamment des problématiques d'un point de vue financier, hein, tout simplement avoir de la trésorerie engagée dans une devise et être soumis du coup aux variations de taux de change entre cette devise et l'euro, si vous êtes une société française. Et le deuxième problème que moi je vois le plus fréquemment, c'est un problème, enfin c'est pas un problème d'ailleurs, c'est plutôt un enjeu de culture. C'est-à-dire comment, quand je me lance sur un marché qui n'est pas le mien, j'arrive à adapter mes habitudes business aux mœurs locales. Et ça va évidemment passer par la bonne gestion de mes relations commerciales avec mes partenaires internationaux, que ce soit clients ou fournisseurs. Quand on parle relations commerciales, évidemment, on va parler paiement et délai de paiement. Il va falloir avoir les bonnes pratiques pour respecter ce qui est attendu de la part de mon partenaire et du coup pour pouvoir le respecter et ne pas me laisser surprendre par des process qui peuvent être complexes, comme le disait Valentin. Bien ça, il faut le prévoir, mettre en place les bonnes méthodes et les bons outils. Et là-dessus, je vais laisser Valentin nous expliquer comment faire. Oui, tout à fait. Il y a le gros sujet, c'est et les difficultés vont s'accentuer sur des régions avec des devises autres que l'euro évidemment et surtout autres que le dollar, où là ça va être un petit peu plus complexe, puisque un petit peu plus volatile, donc fluctuant puisque de devises cotées, hein, du dimanche soir jusqu'au vendredi soir. Donc, évidemment, quand on a des flux de paiement à gérer, c'est des risques qu'on peut pas se permettre de prendre. Les délais vont être aussi relativement importants puisque, en fonction des régions, ça peut aller de quelques heures à parfois quelques jours, voire quelques semaines. Et donc, quand on a une urgence de paiement, quand on a une exposition sur 2-3 semaines sur une certaine devise exotique, ça peut poser des problèmes. Donc, faut raccourcir le plus possible ce genre de paiement. Une entreprise peut pas se permettre de prendre ce genre de risque. Les coûts bancaires peuvent être compétitifs sur certaines régions, là où sur d'autres régions, ça peut être très cher de faire des transactions. Et donc, c'est des coûts qui sont pas négligeables pour l'entreprise, qui doivent être pris en compte en amont, évidemment, et surtout challenger un petit peu les différentes offres du marché par rapport à ce qui peut se proposer, et dans tous les mêmes cas de figure. Ça, c'est aussi très important. Il y a certains pays également où le risque de liquidité n'est pas négligeable.
Ça va être le cas notamment du XAF en Afrique, mais il y en a d'autres potentiellement aussi en Asie, où la liquidité locale peut être une contrainte sur des volumes relativement importants. Et donc ça, évidemment, il faut penser à sa méthode avant d'engager un quelconque partenaire pour s'assurer que ça ne va pas impacter la vitesse de ces flux d'un point de vue opérationnel. Très clair, ouais. Est-ce que tu voulais compléter? Non, je pense qu'on va rentrer dans le détail sur Ouais, pas mal tout de à sujets fait. ensuite. Je veux juste te poser une petite question. On a parlé de l'importance, de gérer ces délais de paiement. Quelles peuvent être les conséquences pour une entreprise, qui fait face à des délais de paiement, trop étendus? Tout à fait, qui dit délai de paiement important dit, couverture de change, plus coûteuse, Mmh. si elle est prise. Dit, potentiellement, risque opérationnel, par rapport à des produits, qui peuvent être bloqués, dans un port, dans un aéroport, des produits qui sont pas forcément, qui peuvent être périssables, et donc les coûts peuvent être assez, faramineux. C'est des coûts aussi supplémentaires parce que, marchandises bloquées à un port, ça veut dire, plus de frais aussi, de parking de d'avions ou de bateaux. Ça veut dire, également, mon client, si je dois livrer ou inversement, moins content ou, chaîne d'approvisionnement, en arrêt total, et donc c'est des coûts qui peuvent rapidement se démultiplier, si Mmh. justement, le paiement se fait rapidement. Donc parfois, c'est un petit peu la pierre angulaire, Ouais, de l'opération, puisque en fait, c'est le paiement, c'est aussi de la confiance entre 2 tiers, et donc il faut qu'elle se fasse le meilleur du possible, pour qu'on puisse avancer. très clair. Merci beaucoup Valentin. Alors, on a traité, les bonnes pratiques généralistes de gestion de trésorerie. On a parlé un peu des challenges dans le cadre d'un développement à l'international. François, est-ce que tu peux nous partager cette fois-ci des bonnes pratiques ciblées, à suivre dans le cadre d'un développement à l'international en faisant un distinguo multi-devises, multifiliales? Ouais, complètement. Je pense qu'on va essayer de synthétiser ici l'ensemble des bonnes pratiques qu'on a données Mmh. en deux phases en fait. C'est une première phase qui peut être le développement de votre structure en multidevise, tout simplement lorsque vous traitez avec des partenaires étrangers sans forcément être implanté à l'international. Et dans un temps 2, le développement multifilial, quand vous voulez vraiment accélérer ce développement international. Donc sur la partie développement multidevise, on en a déjà parlé, hein, mais il y a un certain nombre de challenges auxquels vous allez être exposés. Premièrement, Valentin le rementionnait à l'instant, c'est l'exposition au taux de change, qui est, on ne le dira jamais assez, mais un risque financier qui est toujours difficile à estimer à la base, mais qui est réel et qui ne peut pas être négligé vraiment. La gestion des relations commerciales, à la fois côté client, si vous avez des clients à l'étranger, et côté fournisseur, si vous avez des partenaires à l'étranger. Si je reprends mon exemple hein, de tout à l'heure, de ma société de conseil informatique qui se développe en Asie du Sud-Est, dans l'exemple auquel je pense, elle avait sous-traité une partie de ses prestations pour faciliter le déploiement de ses prestations à l'international. Elle avait sous-traité avec un partenaire qui était au Pakistan. Et évidemment, sur un pays comme le Pakistan, malheureusement, elle a fait face à des grosses difficultés pour tout simplement payer son partenaire, avec lequel, par ailleurs, elle entretenait d'excellentes relations commerciales. Mais évidemment, quand on ne peut pas se payer entre acheteurs et vendeurs, ça complique les choses. Et au bout d'un moment, la solution qui a été envisagée, qui n'était pas forcément idéale à mon avis, mais la solution qui a été mise en place, ça a été d'ouvrir pour le partenaire pakistanais une filiale dans un autre pays pour pouvoir se faire payer par notre société française. Donc c'est dire à quel point ces problématiques de paiement peuvent être hyper problématiques dans certaines situations. Donc tout ça, il faut évidemment bien l'anticiper pour maintenir une fluidité au niveau du développement et faire en sorte que tous ces sujets ne soient pas des freins au développement de votre structure à l'international. Ensuite, dans un temps 2, vous allez peut-être avoir envie à un certain moment c'était l'exemple de Valentin, hein, d'ouvrir des filiales à l'étranger. Ça pose, selon nous, un certain nombre d'enjeux d'un point de vue structuration, en fait,
parce qu'à partir du moment où vous ouvrez des filiales, vous devenez un groupe et non plus une société unique. Et donc, il faut tout simplement bien organiser la structuration de vos différentes entités juridiques. C'est-à-dire que ça va déjà poser des questions en termes de critères de découpage des différentes entités au sein de votre groupe. Est-ce qu'on met en place un découpage lié à des critères géographiques ou plutôt à d'autres critères liés à l'activité, à la position de chacune des structures dans la chaîne de valeur que vous couvrez au niveau du groupe. Une fois que vous avez, que vous êtes bien mis d'accord en interne sur comment vous voulez organiser les choses à ce niveau-là, c'est pas fini. Il faut évidemment mettre en place, entre guillemets «l'organigramme» du groupe, c'est-à-dire, gérer les notions de prise, de participation capitalistique, entre vos différentes structures. Est-ce que vous mettez en place une organisation où vous avez, une holding de tête qui gère ces différentes filiales? Ou est-ce que vous mettez en place une organisation, plus complexe? Et tout ça, derrière, ça induit des problématiques, premièrement de gouvernance, qui est responsable et dirige chacune des structures d'un point de vue formel, et qui opérationnellement manage chacune de ces structures aux différents niveaux. À la fin, pour que tout ça se passe bien, on en revient à notre sujet reporting, hein. Il faut que l'information soit transparente et que, chaque, manager, chaque, gouvernant, au niveau de chacune des structures ait accès à l'information, dont il a besoin, à la fois pour, prendre les meilleures décisions par rapport à l'entité, qu'il gère, et également pour pouvoir communiquer de manière fluide avec, l'ensemble du groupe, et que chacun, tout simplement ait, l'information dont il a besoin pour pouvoir, bien travailler. Merci François, hyper exhaustif. Je pense que tous ces sujets, chaque sujet pourrait être le thème d'un webinaire à proprement Oui. parler. Tu parlais d'anticiper la question des délais de paiement. Je pense qu'on a bien parlé du problème. Je crois que l'idée maintenant, c'est de vous proposer une alternative. Est-ce que Valentin, je peux te demander de réagir à cette slide et de me parler un petit peu de ce rail alternatif qu'est la blockchain, et dans quel cas fait-il sens? Oui, tout à fait. Donc, là, c'est un tableau comparatif, qui est assez parlant, et c'est volontaire justement, pour vous montrer un petit peu les différents, délais qui sont pas négligeables, sur certaines régions. Alors évidemment sur certains pays, ça va encore changer par continent, hein, mais grosso modo, c'est un petit peu l'idée qu'il faut avoir en tête. Et donc là, les réseaux, enfin sur certains corridors en fait, il faut constater que ça ne marche pas très bien, voire même pas du tout. Et donc aujourd'hui, il faut savoir qu'il existe des alternatives, et notamment la blockchain. Alors la blockchain, pour ceux qui sont pas familiers, avec ça, c'est un livre de compte ouvert, qui permet de faire des transactions, de manière totalement décentralisée, avec, des cryptos actifs ou potentiellement des stablecoins. Et donc un stablecoin, c'est une crypto qui va être adossée à une devise, traditionnelle, et notamment les plus échangés aujourd'hui sont adossés au dollar. Donc on a notamment l'USDC et l'USDT, qui sont 2 stablecoins, qui sont adossés, au dollar, et à tout moment, donc un USDT ou un USDC égale à un USD. L'avantage, c'est que ces dollars-là, en fait, ils sont pas dans des comptes bancaires, enfin, ils sont backés dans des comptes bancaires, mais dans l'usage, vous allez pouvoir les échanger sur une blockchain, et donc potentiellement 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, en instantané, de wallet à wallet. Et donc, la proposition de valeur de la blockchain est évidente, puisque ça va être moins coûteux, beaucoup plus rapide, et de manière totalement transparente, puisque désintermédié et accessible à tous sur un livre de compte ouvert. Par contre, effectivement, l'inconvénient de ça, c'est que pour une entreprise, ça peut paraître un peu brusque d'accéder à cette technologie. Et c'est pour ça que Fipto, en fait, vous propose une infrastructure de wallet vraiment appliquée au monde de l'entreprise, un petit peu comme pour avoir son espace bancaire, pour traiter ce genre de paiement. Et donc, l'objectif, c'est que vous puissiez, à travers les stablecoins, faire des paiements, puisque ça va être vraiment être le moyen de faire des paiements ultra rapides sur des corridors type Euro MXN, par exemple,
euro BRL ou euro RS en l'espace de quelques heures, voire moins, sur une blockchain. Voilà. Très clair. On comprend donc que oui, la blockchain ne vient pas remplacer le réseau Swift, seulement le suppléer sur certains corridors, sur Voilà. certaines géographies. Ça peut valoir le coup de présenter rapidement ce diagramme pour les personnes qui ne seraient pas forcément... Tout à fait, tout à fait. voilà. Bah, effectivement, comme tu le mentionnais, en fait, pour faire des paiements de la France vers l'Allemagne, c'est de l'euro, c'est le même réseau, donc ça pose aucun souci. Mhm. Ça va très vite et potentiellement, on peut faire des virements de trésorerie en Swift en moins d'une heure, ce qui est relativement pratique et ça fonctionne très bien. Donc là-dessus, pas besoin d'utiliser ce genre de réseau de paiement. En revanche, là où dans les régions mentionnées précédemment, là où ça pose un peu plus problème, bah, la difficulté, c'est l'intermédiation et notamment sur des devises qui sont non convertibles, puisqu'il va falloir passer par un certain nombre de banques intermédiaires pour livrer de la devise et donc pour faire potentiellement un transfert de fonds. Et la difficulté, c'est à la fois en termes de coûts, puisque chaque banque va prendre sa commission. Chaque banque va avoir ses propres process, avoir ses propres fuseaux horaires, ses propres horaires d'ouverture, de traitement. Et donc, il faut, pour que ça se passe bien, il faut que toutes les planètes soient alignées au même moment. Ce qui, évidemment, sur une Terre qui est ronde avec un certain nombre de fuseaux horaires est toujours relativement compliqué. Et donc, c'est pour ça que ça prend beaucoup plus de temps qu'habituellement. Là où effectivement, si on passe par un réseau des intermédiaires, il n'y a pas ce sujet d'ouverture de banque, de liquidité dans les banques locales, etc., etc. Vous faites votre transfert et vous êtes en mesure de livrer localement de la devise locale ou du stablecoin, du USDC par exemple, sur le compte euh, de votre fournisseur ou de votre maison mère dans le cas d'un potentiel rapatriement. Merci Valentin, très clair. Je suis consciente de l'heure qui tourne, toujours dans cette optique de rapporter un petit peu de concret à la discussion. Je crois que Valentin, tu voulais présenter quelques cas d'usage spécifiques éprouvés chez Fipto. Voilà, tout à fait. Donc il y a plusieurs cas qui peuvent être aussi utilisés et qu'on utilise nous actuellement avec certains de nos clients parce que évidemment ça a de nombreux avantages, notamment on en parlait la désintermédiation, mais en fait cette désintermédiation elle permet aussi d'agir dans l'urgence. Et donc quand on va ouvrir très rapidement une filiale ou on doit faire un flux ponctuel dans un pays où on n'a pas forcément de banque locale, d'intermédiaire financier local, l'intérêt de pouvoir payer avec des stablecoins, par exemple, fait tout son sens, puisque ça nous éviter de passer par l'intermédiaire financier et donc des process KYC qui vont être relativement longs. Euh, et qui vont prendre du temps à nos équipes, à des équipes conformité ou back-office en interne. Donc vous allez pouvoir faire ponctuellement ce paiement, ou en attendant d'avoir une infrastructure bancaire locale avec des outils financiers qui vont bien. Le cas du rapatriement de trésorerie, et ça c'est assez d'actualité, puisque je ne sais pas si vous avez pu le voir récemment, l'Argentine a dévalué son peso de 50%. Et donc ça, évidemment, pour certaines entreprises qui ont du cash ou qui ont de l'activité localement, c'est pas négligeable. Et donc le but du jeu, c'est de rapatrier de la trésorerie le plus vite possible, de manière assez régulière, pour éviter cette exposition, en passant, du coup, pourquoi pas par la blockchain, parce que plus rapide, parce que moins coûteux, et surtout adossé à du stablecoin. Et donc le sujet du stablecoin va aussi rentrer sur un autre cas, le risque de change, puisque au lieu de m'exposer à la devise locale, je peux aussi décider, sans forcément rapatrier, mais d'acheter des stablecoins avec ma trésorerie pour éviter justement ce risque-là et de me hedger pour éviter
les frais de couverture qui peuvent être excessifs. Et donc le hedge par les stablecoins va être une bonne solution, sachant que le dollar est quand même censé historiquement être plus stable et considéré comme une devise refuge par rapport à toutes les autres. C'est aussi une alternative à Swift, puisque évidemment Swift, il faut intégrer c'est une intégration Swift en entreprise qui peut être assez coûteuse dans ces outils de paiement. Passer par le blockchain, ça permet d'éviter tout ça et donc de pas avoir une solution lourde à implémenter en interne, surtout sur des rails de paiement qui sont peut-être ponctuels pour vous dans un premier temps, qu'ils deviendront plus réguliers par la suite, mais vous, ça va vous permettre d'agir très rapidement et de trouver des solutions rapidement à vos problèmes de transfert de liquidité. Hyper clair. Donc, pas mal de cas d'usage, hyper intéressant. Écoutez, merci à tous les deux. Moi, j'ai trouvé le webinaire hyper complémentaire, hyper intéressant. Donc, merci pour vos interventions. Je crois il nous reste 15 minutes. On va pouvoir traiter les questions. Nous avons Serge dans le chat qui demande s'il y a des risques liés au stablecoin ou des frais. Valentin. Oui, je vais prendre le point. Donc, effectivement, il y a toujours des risques, et vous dire qu'il n'y en a pas, ce serait évidemment pas transparent. Il y a toujours des risques. Alors, les risques sont aujourd'hui contrôlés et assez limités dans le sens où nous, on propose 2 stablecoins, notamment chez Phyto, l'USDC émis par la société Circle et l'USDT qui est émis par Tether aux États-Unis. Donc, c'est 2 sociétés qui sont auditées et donc qui ont des comptes en banque dans des banques américaines pour pouvoir détenir des dollars américains. Et donc pour chaque USD minté sur une blockchain, finalement, pour créer sur une blockchain, ils doivent prouver à tout moment qu'ils ont bien un USD dans des comptes bancaires. Alors c'est du dollar en cash, mais ça va être aussi des bons du trésor, évidemment sur une grosse partie de ces actifs qui vont devoir bloquer tant qu'il y a des stablecoins qui sont bloqués sur la blockchain. Et alors du coup, la deuxième question c'était au niveau des frais, pardon. Ouais. Au niveau des frais, donc il n'y a pas de frais de tenue de compte de ces stablecoins. C'est-à-dire vous pouvez les garder sur une blockchain, sur un wallet, d'ailleurs que ce soit chez Phyto ou un autre intermédiaire. Ça va pas vous coûter de l'argent, si ce n'est que ce ne sera pas placé, donc vous n'aurez pas de rendement dessus, mais en tout cas, ça va pas vous coûter de l'argent. En revanche, effectivement, à chaque fois que vous allez acheter ou vendre ces stablecoins, donc il y aura une petite commission que vous devrez payer à votre intermédiaire financier, donc notamment par exemple chez Phyto, qui sera de l'ordre de 1% à chacune de vos transactions qu'il faudra prendre en compte. Ouais. Et je crois qu'il y avait une autre question Oui. sur la régulation, c'est ça ? Tout à fait. 2 autres questions. La première, est-ce que Phyto est régulé ? Oui, tout à fait. Donc, Phyto est enregistré en tant que prestataire de services sur actifs numériques en France auprès de l'AMF. Donc, nous avons le même régulateur qu'une banque aujourd'hui, et donc on se doit évidemment d'avoir un certain nombre de contraintes. On a un certain nombre de contraintes pour protéger nos clients en premier abord, et évidemment vis-à-vis de la lutte contre le blanchiment de capitaux, également sur de la lutte contre le financement du terrorisme, etc., etc. Et donc ça, c'est primordial pour nous puisqu'on travaille avec des entreprises qui ont évidemment des marques à défendre et aussi des institutionnels sur lesquels on ne peut pas se permettre de faire des raccourcis sur ce genre de sujet. Tout à fait. Troisième question. Je suis intéressée par ces rails alternatifs et je ne veux traiter que des devises traditionnelles. Mes fournisseurs n'acceptent pas les devises numériques. Est-ce que c'est possible de payer mes fournisseurs directement en devises locales, MXN par exemple avec Phyto ? Oui, tout à fait. Effectivement, je vous ai expliqué en toute transparence un petit peu le fonctionnement de ces flux de paiement. Mais nous, chez Phyto, vous êtes tout à fait en mesure de déposer des euros sur un compte Phyto et de demander un cours de change directement à MXN pour livrer du MXN localement. Et l'inverse est aussi vrai. C'est-à-dire que vous allez pouvoir déposer avec votre filiale ou encaisser des MXN localement au Mexique.
pour ensuite vous garantir un cours de change vers de l'euro pour déposer des euros sur votre compte Fipto avec un IBAN au nom de votre société chez Fipto. Nous allons en fait passer par la blockchain, évidemment, parce que la transaction réelle, ça va être de faire du MXN USDC, euro. Mais vous, ça va être, enfin, vous n'allez pas le voir sur ce genre de transaction. Après, si vous souhaitez évidemment faire la transaction vous-même en passant par les stablecoins, vous pouvez aussi le faire pour maîtriser justement un petit peu les différentes étapes. Mais nous pouvons vous proposer d'ores et déjà sur le Mexique un cours euro MXN qui est synthétique, mais qui vous permettra de faire le flux sans même vous préoccuper de l'exposition à un stablecoin ou l'exposition au dollar, puisque finalement, le dollar, ça reste que si vous n'avez pas l'habitude de traiter en dollars, ça reste une exposition. Et donc, pour une entreprise française qui ne touche pas du tout au dollar, ça se traite peut-être un peu moins bien forcément. Enfin, en tout cas, il faut quand même l'intégrer. Donc, évidemment, on peut vous proposer cette solution. Une nouvelle question de Serge. Quelle est la complémentarité offerte par l'interaction Fipto-Figure, une solution de trésor en stablecoin? Très bonne question. C'est des sujets qu'on a avec François. Peut-être d'ailleurs François, je crois qu'on avait quelques exemples de clients dans Oui, nos bases tout à fait. voilà, exactement sur qui avaient ces problématiques, et donc on travaille vraiment main dans la main justement pour guider nos clients respectifs sur ce genre de sujet. Aujourd'hui, c'est l'intégration n'est pas encore faite directement sur la plateforme de Vidger, mais c'est des choses sur lesquelles on travaille énormément. Et donc on a intéressé d'ailleurs d'avoir vos retours, en tout cas d'utilisation, pour qu'on puisse avancer sur notre produit et vous fournir la meilleure utilisation possible. En tout cas, enfin, pour compléter, côté Figure, d'une manière générale, on permet le traitement, enfin le reporting multi-devises, c'est-à-dire de remonter des flux qui sont dans différentes devises et de générer un reporting dans une devise principale qui en général est l'euro, mais qui peut être une autre devise. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que effectivement, quand vous utilisez une solution comme Fipto, c'est possible de venir intégrer, alors comme disait Valentin, il n'y a pas encore d'intégration directe des données Fipto vers Figure, mais en tout cas sur Figure, c'est possible sans problème d'intégrer vos données transactionnelles de Fipto. Tout simplement en injectant un fichier. Ça se fait hyper facilement. Et ça vous permet d'avoir le détail de vos flux internationaux et de vos flux en devises sur l'interface Figure qui ensuite va bien gérer le reporting et la gestion de la conversion multi-devises. Nouvelle question de Zineb. Est-ce que je peux suivre facilement mes paiements, c'est-à-dire savoir si mes fournisseurs ont bien reçu les paiements que j'ai envoyés? Oui, tout à fait. Alors, c'est aussi l'intérêt de la blockchain, c'est qu'aujourd'hui, avec notre banque, quand vous faites un paiement, vous êtes notifié quand votre compte est débité, mais vous ne l'êtes pas quand les fonds partent réellement de votre banque, et vous l'êtes encore moins quand votre fournisseur reçoit les fonds. Là où sur la blockchain, l'avantage, c'est que quand vous allez recevoir un avis d'opérer, c'est que non seulement les fonds sont partis de chez Fipto, ils sont débités de votre compte, sont partis de chez Fipto, mais en plus que votre fournisseur a bien reçu les fonds. Et donc ça, c'est une preuve de la blockchain directement sur un explorateur blockchain qui vous certifie que votre fournisseur a reçu les fonds sur son wallet. Donc ça, c'est le cas effectivement où on envoie des USDC potentiellement sur le wallet d'un fournisseur. Très clair. Je vois que Serge est en train de taper potentiellement une nouvelle question. Ah, donc on a Serge nous partage un cas spécifique de paiement de heures en XAF, Oui, EuroXAF. effectivement, c'est un cas bien connu chez Fipto, parce que Mmh. c'est pas très facile en tout cas de faire ce genre de flux. Alors si enfin il y a deux cas, hein, il y a l'euro vers le XAF et le XAF vers l'euro qui sont simples d'un côté et un peu moins simples de l'autre.
Dans tous les cas, nous, on peut vous proposer des solutions effectivement pour passer par des stablecoins et pour faire les paiements en moins d'une journée sur ces rails. Et notamment aussi livrer du XAV dans un sens ou livrer l'euro dans l'autre sens. Ça, c'est des choses évidemment que l'on pourra faire. Et donc l'intérêt, ça va être surtout sur l'Afrique et la zone XAV-XOF, ça va être la rapidité de transaction. Alors Serge précise un peu la question. Quelle est la masse critique de paiement pour lequel il devient plus avantageux de passer par les stablecoins plutôt que par ma banque? En fait, je pense qu'il y a plus. Enfin, c'est une question assez large et il y a plusieurs réponses à ça. Ça va dépendre des flux, ça va dépendre des coûts au niveau de votre banque. L'avantage chez Fipto, c'est que vous payez que quand vous utilisez potentiellement vous avez un premier abonnement qui est gratuit, hein, donc vous payez que quand vous utilisez. Donc si vous n'avez pas de flux, vous n'allez pas payer. Ça, c'est le gros avantage. Donc, si vous avez ne serait-ce qu'à partir de 10 000 euros de paiement, je dirais que ça vaut le coup de vous y intéresser, puisque surtout des prix comme le XAF, ça peut être relativement conséquent. Et surtout quand vous avez du rapatriement à faire, plus vous avez de l'argent qui est bloqué, moins ça vous rapporte en trésorerie et vous avez une exposition qui est bloquée dans un pays, qui dort, etc. etc. Donc, c'est un coût qui se calcule par rapport au volume, par rapport au nombre aussi. Bon, je pourrais pas vous répondre comme ça dans l'immédiat, mais effectivement, c'est des choses qui peuvent être pensées et envisagées. Ouais. Super. Est-ce qu'on a d'autres questions? Bon, je crois qu'on a tout traité. Je vous remercie François, Valentin, pour votre participation, à tous les participants aussi pour leur temps. Je pense que le sujet est assez dense. J'espère que les conseils ont été utiles. Évidemment, on reste à votre disposition à la fin de ce webinaire pour traiter des cas plus spécifiques. Donc merci à tous Merci beaucoup, Charlotte. Merci à tous. Excellente journée. Bonne À journée. bientôt, bonne journée. Au revoir. Au revoir.